Et ça y est, on y est, la dernière vidéo de l'année est enfin là. Quel est mon top 10 de mes films préférés de 2024? Je ne vous cache pas que ça a été difficile de faire une sélection de 10 longs métrages car en 2024, c'est l'année où j'ai vu le plus de films en salle. Pour rappel, il ne s'agit pas des 10 meilleurs films de l'année, mais des 10 films que j'ai préférés en fonction de mes goûts, ma sensibilité et de mon expérience personnelle dans la salle de cinéma. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire sous la vidéo quel est votre top 10 personnel, ça m'intéresse de vous lire comme d'habitude. En attendant, je vous laisse avec le mien, installez-vous confortablement et c'est parti pour le top 10 de mes films préférés de 2024. En 10e place, j'ai choisi Horizon, une saga américaine chapitre 1 de Kevin Costner. Sorti en salle en juillet dernier, l'histoire de ce film est le premier chapitre d'une saga de 4 longs métrages se déroulant avant et après la guerre de sécession avec une multitude de personnages au cœur de ce récit. Et je suis le premier surpris à voir ce film dans mon top. Je crois que je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne YouTube, mais je ne suis pas un passionné du genre western. En revanche, je suis un grand passionné du travail de Kevin Costner. Et c'était un projet qui était particulièrement intriguant sur le papier parce que vouloir faire un western de 10 heures séparé en 4 chapitres en 2024, c'était sacrément osé. Et contre toute attente, je me suis régalé durant ces 3 heures de long métrage qui installent tranquillement ses personnages, son univers et les enjeux à venir. Et le tout sublimé par une bande originale qui me rappelle pourquoi j'aime le cinéma et très sincèrement, je pense qu'en toute subjectivité, il s'agit de la plus belle de cette année. Horizon, une saga américaine chapitre 1 m'a énormément plu, j'ai hâte de voir la suite et bien entendu l'œuvre complète et j'espère de tout cœur que Kevin Costner ira au bout de son projet. Et on continue avec la 9e place. À la 9e place, j'ai choisi Emilia Pérez de Jacques Audiard. Sorti en salle en août dernier, l'histoire est celle de Rita, une avocate qui se retrouve au cœur d'un milieu criminel dans lequel elle doit aider le chef de ce cartel mexicain à devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Emilia Pérez, c'est l'ovni de cette année. Jacques Audiard qui réalise un film de cartel mexicain avec un petit peu telenovela, avec un sujet très fort et le tout mixé en comédie musicale, c'était un pari fort et risqué et il a complètement réussi. Zoé Saldana a fait ses preuves ces dernières années à Hollywood, mais elle confirme avec ce projet que c'est une immense comédienne et une grande chanteuse. Mais la plus belle révélation de cette année, selon moi, c'est Carla Sofia Gascon qui tient le rôle titre et qui livre la plus belle prestation féminine de cette année. Elle est dans la première partie de ce film un chef de cartel mexicain intrigant, dérangeant, flippant, puis tout d'un coup passe dans la seconde partie et devient cette femme qui est douce, touchante et nuancée. Le film Emilia Pérez est le métissage de genres cinématographiques qu'on n'aurait jamais pu imaginer et Jacques Audiard l'a fait, donc pour ça, bravo monsieur. Et on continue avec la 8e place. À la 8e place, j'ai choisi Civil War d'Alex Garland. L'histoire se déroule dans un futur proche, l'Amérique s'effondre et un groupe de journalistes vont traverser le pays dans une course effrénée. Mais quelle aventure folle, j'ai pas pu m'empêcher de comparer Civil War à 1917 de Sam Mendes, tant il y a des liens, c'est-à-dire intégrer la petite histoire au cœur de la grande et ne pas savoir quelle sera la finalité du voyage. Civil War est un film stressant, angoissant, palpitant, qui monte crescendo jusqu'à un dernier acte qui vous fera pas du tout regretter les 1h50 de visionnage. J'imagine déjà qu'il sera dans le top de pas mal d'entre vous et en même temps ça se comprend puisque Civil War est un excellent film d'Alex Garland et surtout un excellent film tout simplement. Et on attaque de suite avec la 7e place. À la 7e place, j'ai choisi Iron Claw de Sean Durkin. Sorti en salle en janvier dernier, l'histoire est celle des frères Von Erich, de leur enfance en passant par l'ascension fulgurante dans le monde du catch jusqu'aux tragédies qui ont frappé leur famille. Aucune affinité avec le monde du catch, mais l'idée de voir Zac Efron expérimenter quelque chose de nouveau dans sa filmographie et de se transformer physiquement pour un rôle m'intriguait énormément. Et waouh, j'ai bien fait d'y aller parce que Iron Claw est un biopic dramatique passionnant qui nous dévoile les coulisses de ce métier et la vie de cette famille brisée avec Zac Efron qui est extraordinaire, immense, habité par le personnage et qui m'a donné mes premières larmes en début d'année. Et on attaque de suite avec la 6e place. Et en 6e place, j'ai choisi Joker Folie à 2 de Todd Phillips. Sorti en salle en octobre dernier, l'histoire est celle d'Arthur Fleck qui, après les événements du premier volet, se retrouve dans un asile psychiatrique dans lequel il va faire une rencontre qui va le faire sombrer dans la folie. Je n'ai plus rien à dire à ce niveau-là, j'ai sorti en octobre dernier une vidéo sur ma chaîne sur pourquoi Joker Folie à 2 est génial selon moi et pourquoi une certaine partie des spectateurs, des détracteurs, ont mal interprété ce film qui est, je vous l'assure, tout simplement maîtrisé de A à Z. Je vous invite après la fin de ce top 10 à regarder cette vidéo sur Joker Folie à 2 si ça vous intéresse bien évidemment. Et on passe de suite à la 5e place de ce classement. Et en 5e place, j'ai choisi Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. L'histoire reprend celle du livre original et nous raconte le parcours d'Edmond Dantès, victime, prisonnier, puis vengeur masqué qui fera
fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire tomber ceux qui l'ont trahi. Claque absolue et succès critique et public complètement mérité. C'est le blockbuster à la française qui nous fait voyager, rêver et vivre une expérience unique au cinéma. 3 heures de film et pourtant pas une ligne de texte en trop, pas une scène en trop, et on regarde Pierre Niney magistral dans le rôle titre. Et à une époque où le cinéma hollywoodien de super-héros domine la tête du box-office, eh bien ça fait du bien de voir un film cocorico se glisser à côté de ces gros films à budget. Donc s'il vous plaît, continuez de faire des films français comme ça, parce que s'ils sont tout aussi qualitatifs, ça sera chaque année un pur plaisir. Et on attaque de suite avec la 4e position de ce classement. En 4e position, j'ai choisi Hérétique de Scott Beck et Brian Woods. Sorti en salle en novembre dernier, l'histoire est celle de 2 jeunes missionnaires mormons qui font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Mais la rencontre avec Monsieur Reed, un habitant très spécial, va prendre une tournure inattendue. Si vous considérez ce film comme un film d'horreur, alors c'est le meilleur film d'horreur de cette année. Sauf que c'est bien plus que ça. Pour l'avoir vu 4 fois, j'estime que c'est le long métrage le plus passionnant de cette année dans la construction de ses dialogues. Hugh Grant n'a jamais été aussi bon dans un rôle que dans celui-ci. Je vous demande s'il vous plaît dans les commentaires de me trouver un rôle où Hugh Grant est bien meilleur que celui dans Hérétique. J'y crois pas trop. C'est bavard, surexplicatif, vicieux et méthodique. On est à mi-chemin entre le cercle des poètes disparus et la saga Saw. C'est subtil et ça vous pousse forcément après visionnage à la réflexion et à vous interroger sur vos croyances personnelles. Hérétique est selon moi déjà une des propositions les plus fortes et les plus intéressantes du studio A24. Une œuvre à part qui restera dans mon esprit pendant un long moment j'imagine, et on attaque de suite avec le top 3. À la 3e place, j'ai choisi Ir, les plus belles années de notre vie de Robert Zemeckis. Sorti en salle en novembre dernier, l'histoire est celle de plusieurs générations qui ont pour lien commun un lieu, une seule et même maison. Et nous allons découvrir la vie de ceux et celles qui ont vécu à cet endroit, à chaque époque, depuis le commencement. Et si c'était le meilleur film de Robert Zemeckis depuis 10 ans. Je pense que j'ai été très ému de le voir se reconnecter avec son sujet de prédilection qui est tout simplement le temps qui passe. Car oui, le temps qui passe, c'est le moteur de ce long métrage. Ce film, c'est une fenêtre sur la vie, sur l'intimité. On est spectateur de quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais sur lequel, on peut voir des affinités, des liens communs. J'ai visionné ce long métrage 2 fois et mon second visionnage s'est déroulé en famille. Je pense que c'était peut-être les meilleures conditions pour apprécier pleinement ce film, puisque forcément, Ir est un film qui se partage en famille et qui peut s'apprécier pleinement si vous avez ces liens communs. Et le tout bien évidemment sublimé par la bande originale d'Alan Silvestri qui apporte la touche de douceur dont on avait besoin, une touche un petit peu, je vous le cache pas pour ma part, nostalgique. Et transition toute faite, en parlant de Robert Zemeckis, j'en profite pour vous dire que l'année prochaine on fêtera le 40e anniversaire du premier volet de Retour vers le futur, et à cette occasion, je vais vous sortir une petite vidéo, car oui, il y a quelques mois, avec Héloïse, nous avons rencontré Harry Waters Jr., celui qui, dans le premier Retour vers le futur et au passage le second, interprète Earth Angel dans la féerie dansante des sirènes lors du dernier acte. Donc voilà, une petite exclusivité pour vous, et on attaque de suite la suite de ce top avec la 2e place. À la 2e place de ce classement, j'ai choisi Face à la mer, l'histoire de Trudy Ederle de Joachim Ronning. Sorti directement sur Disney+ en juillet dernier, ce biopic nous raconte l'histoire vraie de Trudy Ederle, de son enfance en passant par ses premiers concours de natation jusqu'à sa traversée de la Manche à la nage qui changera à jamais l'histoire des femmes dans le milieu sportif. Il n'y a absolument rien à retirer à ce film, aucune note de musique, aucune scène, aucun moment avec Daisy Ridley, tout me fait vibrer. Je trouve que c'est le parfait équilibre comme il y en a rarement au cinéma, sauf que c'est sur Disney+. Et là aussi, je ne suis pas fan de natation, j'ai juste été pris, absorbé par cette histoire qui se déroule au début du XXe siècle avec cette femme qui ne pouvait pas prendre sa place et qui va tout faire pour la prendre au cœur de la grande histoire. Ce genre de film d'aventure 100% réaliste, avec le dépassement de soi, avec la quête initiatique, si vous êtes un petit peu passionné par ce genre d'histoire, je vous assure que ce film, il est totalement fait pour vous. Et avec toutes les qualités que je vante de ce long métrage, vous êtes totalement en droit de vous poser la question, pourquoi il ne l'a pas mis en numéro 1 ? Je vais vous donner la réponse, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu dans une salle de cinéma. Et le film que j'ai choisi pour la première place, je l'ai vu 4 fois parce que j'avais besoin de revivre en boucle l'expérience de la salle. Donc, est-ce que le film que j'ai choisi en première position de ce classement est le meilleur film de l'année 2024? Objectivement, non. Est-ce qu'il s'agit en revanche de ma meilleure expérience dans une salle de cinéma cette année? Oui. Et mon film préféré de l'année 2024
et Wicked de Jon M. Chu. Sorti en salle en ce mois de décembre, l'histoire est celle d'Elphaba, une jeune femme incomprise qui va avoir du mal à se faire une place auprès des autres à cause de sa couleur de peau. Mais une rencontre improbable va tout changer et son parcours va l'emmener à accomplir de grandes choses qui auront également de lourdes conséquences. Pour être tout à fait transparent avec vous, je n'avais de base aucune affinité pour cet univers puisque j'ai découvert Le Magicien d'Oz de 1939 quelques heures avant de voir celui-ci. Et comment justifier la première position? Eh bien tout simplement parce que quand j'étais enfant, j'ai grandi avec Harry Potter, avec High School Musical, avec plein de films qui ont fait mon enfance, qui m'ont passionné quand j'étais plus jeune. Et là j'avais l'impression de tout voir réuni en un seul projet, une espèce de blockbuster immense avec de la musique, du fantastique, de l'aventure. C'était totalement le film fait pour moi. À l'heure actuelle, Wicked, c'est une obsession dans ma vie. C'est-à-dire que j'écoute la bande originale tous les jours, j'essaie d'avoir le plus d'informations sur le prochain film. Je pars même, pour tout vous dire, le mois prochain, je fais un aller-retour à Londres juste pour voir la comédie musicale sur scène. C'est quelque chose que je n'explique pas. J'ai adoré Wicked, j'en suis tombé complètement amoureux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que oui, dans ce film, il y a des messages politiques, il y a des messages d'actualité, mais c'est tellement dilué dans la couleur, dans la fantaisie, dans la légèreté, que ça rend finalement l'objet totalement unique. Et au-delà du sujet et de la musique, ce qui fait vraiment briller ce film, c'est l'interprétation de Cynthia Erivo et Ariana Grande qui, voilà, campent des personnages qui ont été taillés pour elles, et c'est formidable de les voir pendant 2h40 s'éclater comme ça, jusqu'à un dernier quart d'heure qui franchement vaut le ticket de cinéma, puisque c'est, je pense, l'acte final le plus dingue que j'ai vu cette année. Et je serais totalement capable de revoir Wicked 4 fois de plus au cinéma, tant j'ai adoré le dernier acte, tant j'ai adoré ce film, tant j'adore ses musiques, surtout au cinéma, avec un meilleur son, avec de la Dolby et tout. Bref, la salle de cinéma, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est pour ça que j'ai aimé Wicked. Wicked est mon film préféré de l'année 2024 et j'attends déjà impatiemment, vous devez sûrement vous en douter, la deuxième partie qui sortira en novembre 2025. Et c'est ainsi que ce top se termine. Il y avait évidemment plein de films dont j'aurais voulu vous parler mais qui n'avaient pas leur place dans le top 10. Je pense à The Substance, Pauvre créature, Le robot sauvage. Il y avait tellement de films que j'ai adoré cette année, mais il fallait en sélectionner 10 et vous les avez eus. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois, dans le respect des autres, votre top 10 personnel et surtout pourquoi vous avez choisi votre numéro 1. J'ai déjà très hâte de vous lire et en attendant, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à l'année prochaine dans le Ciné Clem. Ciao!